Alors, les actualités technologiques de novembre et décembre, déjà, bonne année à tous. Ravi de vous retrouver là. Je vous souhaite pour 2025 surtout de la sérénité. Pouvoir passer cette année de manière sereine à la fois dans vos projets personnels comme professionnels. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a l'habitude de faire cette petite synthèse là des actualités récentes dans le monde des technologies industrielles, en particulier dans l'automatisme industriel. Donc on va voir ce qui s'est passé en novembre et décembre dernier. On commence par une actualité qui concerne le protectionnisme industriel des États-Unis et puis de manière générale des pays dans le monde. Là, ça concernait Joe Biden qui a bloqué le rachat de US Steel par Nippon Steel. En gros, les Japonais qui essayaient d'acheter le troisième fabricant d'acier aux États-Unis. Je vous ai mis là le classement, donc US Steel ici qui est en numéro 3. Et si on le met par classement mondial, on va voir où est-ce qu'il se trouve. US Steel, il est en 24 mondial, donc voilà, ça fait partie des gros acteurs. Évidemment, la Chine, il y en a plein, mais Nippon Steel, qui est quatrième mondial, a voulu racheter US Steel, qui est troisième aux États-Unis. Bref, et donc ça a été bloqué par Joe Biden, c'était fin décembre, je crois. Je vais retrouver là oui, voilà, vendredi, donc juste avant le nouvel an, ouais, c'est ça. Et donc, là, la réponse a été que ben, les deux entreprises, donc la partie japonaise et la partie américaine, ont décidé de porter plainte, parce qu'évidemment, hein, c'est des acteurs privés, donc on peut considérer que non, on est dans le marché, l'économie de marché, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et pourtant, les États, dans ce cas-là, l'État américain qui s'interpose, je vous en parle parce que déjà, c'est une actualité récente. Et en plus, ça concerne l'industrie et ça concerne tout ce qui touche au protectionnisme. Évidemment, chacun son avis sur le sujet, mais ça nous montre que même sur des, même sur des activités comme ça à forte valeur ajoutée ou sur des transactions comme ça qui sont financièrement intéressantes, ben, les États peuvent trouver pertinent de protéger certains secteurs stratégiques. Donc après, est-ce qu'on est pour ou contre le protectionnisme? Bon, ça, c'est pas la question, mais juste suivre un petit peu les actualités, je pense que c'est intéressant pour savoir dans quel monde, dans quel écosystème on évolue. Et puis, ben, si on travaille dans le monde de l'acier ou peu importe son secteur, se renseigner un peu sur qui sont les vraies personnes qui sont au pilotage. Est-ce que ce sont les acteurs étatiques ou est-ce que ce sont des actionnaires privés qui vont donner les principales orientations du secteur où on évolue? Voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant à comprendre en termes d'écosystème. Après, maintenant, on revient sur des trucs un peu plus technologiques avec ce sujet-là de l'automate Festo, le tout dernier qui est sorti là. Et puis, chose intéressante, alors déjà, il faut savoir que si vous zoomez un peu là, ça c'est ce matériel-là, si vous connaissez Phoenix Contact, c'est exactement un automate Phoenix Contact, mais qui a été intégré dans une offre Festo parce qu'ils ont fait un partenariat. Bon, ça c'était déjà en place, sauf que la nouveauté ici, c'est que au lieu de se baser sur l'environnement de développement là, de Festo, Festo Engineering, et ben, pardon, de PLC Next, donc qui s'appelait PLC Next Engineer, ben, Festo a décidé de partir plutôt sur un environnement de développement Code 6. Et ça, je trouve intéressant, c'est-à-dire plutôt que de rester, de prendre PLC Next tel quel avec à la fois l'environnement de développement et l'automate, ben Festo, ils ont décidé de prendre le hardware qui est pertinent chez Phoenix Contact et puis par contre remplacer PLC Next Engineer par Code 6, ce que je trouve brillant parce que j'aime bien PLC Next et Phoenix Contact, hein, enfin, ceux qui utilisent le matériel là ne me prenez pas pour votre ennemi, mais simplement voilà, le PLC Next Engineer il était vraiment pas intuitif quoi. Et en plus, c'était un truc vraiment de niche. Alors que là, maintenant, en adoptant du Code 6 sur matériel Phoenix Contact, donc embarqué dans Festo, là, pour le coup, ça devient pertinent. Et je pense que, enfin, j'espère que Phoenix Contact, ils vont faire le même switch sur leur offre native, c'est-à-dire pour le matériel Phoenix Contact, ben, utiliser Code 6 directement. Comme ça, ben, on aura de plus en plus de PLC Next dans les offres automates industrielles et puis ça sera bon pour tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, je suis plutôt très partisan de l'environnement Code 6 parce que je trouve que c'est plutôt ouvert, on peut l'utiliser sur beaucoup de plateformes, peu importe le hardware, et c'est les plus avancés en termes d'environnement de développement multi-support, donc j'aime bien.
Donc voilà un peu la news là concernant Festo, Code 6 et Phoenix Contact. Ça, c'est, on va dire, une techno plutôt croissante. Donc, c'est sorti la news en novembre dernier, donc à suivre. Et par contre, une mauvaise news, donc une technologie plutôt en décroissance, là, c'est Kepware. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Kepware, qui est utilisé pas mal dans les solutions de connectivité industrielle. C'est simplement l'un des meilleurs éditeurs de drivers pour la communication avec les automates, avec ben, tout un panel de systèmes auxquels ils peuvent se contacter. C'était les premiers sur le marché, ils ont été rachetés après par PTC, et maintenant il y a d'autres concurrents. Mais la mauvaise news là, c'est que ben, Kepware est tout simplement en train de prendre une pente un peu glissante, je pense. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important quand on utilise une techno de se renseigner sur la roadmap, sur la stratégie des prochaines années. Et donc un moyen de faire ça, par exemple, c'est de lire comment dire, les réunions d'actionnaires de l'entreprise qui supporte l'édition ou la maintenance du logiciel. Donc dans ce cas-là, c'est PTC qui supporte Kepware. Et ben, quand on fait une recherche sur leur rapport de réunion d'actionnaires, et ben, si on tape Kepware, on le retrouve juste pour dire que ben, les revenus, les principaux revenus ont été ramenés par le business de Kepware. Par contre, on n'a pas de roadmap ni de stratégie sur l'avenir de cette solution-là. Et en regardant un petit peu sur les forums, c'est un peu ce que beaucoup ont constaté, c'est qu'il n'y a pas tellement de projection de la part de l'entreprise PTC dans la solution Kepware. Par contre, si vous tapez d'autres choses comme PLM chez PTC, il y a au moins 7 résultats qui apparaissent dans le compte rendu. Enfin, on sent que leur stratégie est en train de s'éloigner comment dire, des drivers industriels et de partir sur d'autres choses. Donc ça, c'est un peu inquiétant, sachant que voilà, Kepware, enfin, je pense que beaucoup qui suivent la chaîne connaissent la solution Kepware, hein. Euh, et malheureusement, déjà à l'époque, un truc qu'on a reproché à Kepware, c'est que c'était uniquement basé sur Windows, donc ils ont commencé à développer une offre sur Linux qui a été abandonnée. Et là, ils sont encore en train comment dire, de s'éloigner de la stratégie sur ce enfin, sur ce logiciel driver là, alors que c'est d'après eux-mêmes, hein, enfin, c'est eux-mêmes qui le disent, la principale source de revenus de leur business. Donc ça, c'est un peu paradoxal. Bref, et par contre, du coup, si j'ai des licences Kepware chez des clients et que je veux remplacer par quelque chose de plus pertinent, ben, l'un des trucs que je vois monter très très fort en ce moment, c'est Litmus, quoi. Litmus, avec leur solution driver, si vous regardez là dans leur doc, euh, ils sont capables de couvrir énormément de composants industriels. La liste est juste incroyable. Et tout ça pour un prix qui commence à partir de 1200 $ le mois. Bon, l'inconvénient, c'est une souscription récurrente, hein, mais par contre, ça peut être pertinent, quoi. C'est-à-dire, même si l'avantage de Kepware, c'était qu'on pouvait avoir des licences là à partir de, on va dire, c'était quoi, du 2000 $ l'année. Enfin, ça, c'est pour les grosses licences, mais en perpétuel, on pouvait en avoir à partir de 3000 $ perpétuel, hein. Donc, c'est-à-dire 3 mois de Litmus, quoi. Et même si le prix de Litmus reste cher pour l'instant, je trouve, enfin, à mon avis, ben, en termes de diversité des protocoles, c'est peut-être le futur remplaçant de Kepware en termes de solution standard par défaut qui va être installé le plus sur les parcs machines pour de la connectivité industrielle. C'est pas les seuls, mais je trouve que c'est ceux qui ont la plus forte croissance en ce moment dans l'écosystème. Donc à voir. En tout cas, je suis assez déçu là pour Kepware et puis pour PTC. Et puis ben, à suivre pour Litmus ceux qui vont être capables de proposer peut-être pour profiter justement de cette perte de vitesse de Kepware. Bref, donc ça c'est toujours sur le futur industriel, hein. C'est bien, comme je dis, de se renseigner sur que deviennent nos solutions dans l'avenir, parce que quand on est intégrateur, on déploie des choses, on aimerait bien que ce soit supporté encore dans les 20 prochaines années. Bref, et puis je termine donc par cette quatrième news qui est tombée, c'était quand? En novembre aussi, qui s'appelle Timebase. Donc, c'est pour ceux qui font de la data industrielle, donc historisation des données. On a des solutions qui existent en mode ouvert et open source qui s'appellent InfluDB et TimescaleDB. Ben, aujourd'hui, maintenant, si vous voulez rajouter quelque chose à la liste, vous avez Timebase. Donc Timebase, c'est une solution qui a été lancée là en novembre
par l'entreprise Flow Software Solutions. Donc eux, à la base, Flow Software, ils développent une interface IoT, mais ils ont décidé de découpler la partie historienne et de la proposer gratuitement, ce qui est super intelligent parce que j'imagine que ça sera aussi une manière pour eux de réorienter vers leurs clients leurs utilisateurs vers la solution payante qui s'appelle Flow Software. Mais bon, on peut utiliser l'historian de Flow Software qui s'appelle Timebase de manière gratuite maintenant depuis novembre. Et donc je trouve ça pas mal. Bon, ceux qui connaissent InfluDB et TimescaleDB, vous savez que c'est des bases de données NoSQL. Donc Timebase c'est pareil. Et puis ben, c'est des alternatives intéressantes aussi, je pense, à tout ce qui va être Canary, Aussie SoftPy, Snowflake et consorts, enfin, les logiciels constructeurs qui pour le coup peuvent être un petit peu trop complexes pour tous les usages, alors que là avec Timebase ou InfluDB, vous avez des solutions plutôt intéressantes pour des usages, on va dire, de petite et moyenne taille. Donc si jamais voilà, Timebase, ça vous permet de renforcer aussi la palette de choix, n'hésitez pas. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé sur la fin d'année 2024. Donc protectionnisme américain et puis industriel, ben voilà, faut rester au courant de ça et puis un petit peu comprendre les enjeux. Code 6 qui arrive sur Phoenix Contact enfin, grâce à Festo, et puis j'espère qu'ils vont le faire aussi sur leurs autres automates. Et puis bon, mauvaise news là pour Kepware, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais bon, c'est bien d'envisager aussi d'autres alternatives comme Litmus, et puis Timebase sur tout ce qui est collecte de données, historisation industrielle. J'espère que vous avez appris des choses. Dans tous les cas, faites-moi signe dans les commentaires. Et puis on se retrouve donc comme chaque mois. Le mois prochain, ce sera les actualités du début d'année, donc janvier 2025. Allez, portez-vous bien et à mardi prochain.